Bonjour à tous, merci d'être présents parmi nous. Donc Pierre Monastier, je m'occupe du magazine Profession Spectacle. Et depuis quelque temps, notre journal a commencé une réflexion très vaste sur trois pôles, les arts, les droits culturels et l'économie sociale et solidaire. En ce moment même, l'UFISC organise une table ronde sur les droits culturels, donc je n'ai pas voulu faire concurrence. J'ai seulement piqué la présidente de l'UFISC et on a décidé de faire une table ronde sur l'économie sociale et solidaire, économie sociale, économie solidaire. C'est des mots qu'on va commencer par définir d'emblée dans cette table ronde, parce qu'on a pu voir, notamment si vous avez assisté à d'autres débats ou aux introductions hier avec les personnalités politiques de la région, du département, que les mots étaient très fluctuants de l'un à l'autre, donc c'est important de les définir si on veut poser les bases d'une réflexion à peu près saine. Donc, nous avons demandé à trois personnalités de nous rejoindre aujourd'hui, qui sont dans trois secteurs assez différents. Donc, ça va être une table ronde kaléidoscopique dans les regards, puisque nous avons donc, on va commencer par les femmes, Stéphanie Thomas, qui s'occupe de la FEDELIMA et qui est aussi la présidente de l'Union fédérale d'intervention des structures culturelles, donc l'UFISC. Donc là, on est sur un territoire plutôt concret qui rassemble énormément de partenaires. Donc ça, vous allez peut-être en parler à un moment ou un autre pour exprimer notre débat. Ensuite, nous avons Philippe Kaminski, qui est statisticien de formation, qui a présidé la DES et qui s'occupe encore d'économie sociale et solidaire, notamment en lien avec la Côte d'Ivoire, si je ne me trompe pas. Et alors, tout à gauche, donc pour moi, tout à droite pour vous, Bernard Lartarget. Je ne suis pas sûr qu'il faille le présenter. Il est dans le paysage culturel depuis très longtemps, conseiller culturel, ancien président de Marseille-Provence et aujourd'hui président de l'ONDA. Donc, ma première question, c'est... dans les débats que j'ai pu, enfin, en vous écoutant avant, j'ai pu entendre certains parler plutôt d'économie sociale, d'autres plutôt d'économie solidaire. Alors avant même de parler de spectacle, d'art, de culture, comment vous définissez l'économie sociale et solidaire aujourd'hui? Donc je ne sais pas qui veut commencer pour donner une première approche, une première définition. On a dit honneur aux dames. Voilà. C'est pas sympa, ça, de me laisser ouvrir comme ça, mais d'accord. Une définition de l'économie sociale et solidaire, je serais bien en peine d'en donner une qui soit la même pour tout le monde. Je pense que, voilà, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est des termes assez fluctuants. Nous, on a choisi, en tout cas, de travailler dans une dimension d'économie solidaire, à travers notamment le principe un principe éthique, de se dire que pour nous, bon, je vais reprendre à zéro, mais on essaie de ne pas être dans une définition de l'économie telle qu'une économie classique de marché nous l'impose, mais plutôt dans une définition, on va dire, plus substantive du mot économie, en se référant peut-être plus à Karl Polanyi, par exemple, qui dit que pour lui, l'économie, c'est un processus d'interaction entre l'homme et son environnement en vue de la satisfaction de ses besoins et donc en substance on travaille plutôt ces interactions que la matière même économique. Je peux commencer peut-être juste par ça et puis de dire aussi qu'on aborde cette notion d'économie à travers une vision d'une économie plurielle. Qui se place à la fois dans le marché, dans la redistribution, dans la réciprocité. Donc on est à la fois donc, dans une économie de marché, dans une économie non monétaire, donc, où là on peut retrouver des principes tels que le bénévolat, le troc, ou des choses comme ça, et l'économie non marchande, qui est plutôt privée. Et après, alors, on part pas sur culture tout de suite? Pas tout de suite. D'accord. On va juste au moins... Peut-être juste sur solidaire, oui, rapidement? Parce que, en fait, voilà, la particularité de l'UFISC, c'est d'insister sur le mot solidaire. Oui, parce que, bon, déjà, en soi, le mot solidarité veut dire beaucoup pour nous. On est sur des petites structures, sur des territoires plus ou moins importants aussi, qui essayent de travailler en complémentarité, en principe de non-concurrence, qui sont à but non lucratif aussi, c'est important. Donc on n'est pas du tout dans le côté prédation de l'économie, mais bien dans le côté plutôt solidaire. Voilà, on est sur des territoires, c'est important aussi de le noter. C'est-à-dire qu'on travaille cette économie-là à travers un territoire donné,
qu'on appelle plus un territoire vécu d'ailleurs qu'une délimitation catégorisée par la région, le département ou la ville. Ça dépend vraiment de la façon dont les habitants, dont les personnes qui vivent sur ces territoires se l'approprient. Et puis je l'ai dit déjà, mais la complémentarité aussi entre les initiatives est extrêmement importante à mesurer. Et pour un acteur, alors vous êtes un acteur vraiment lié à la culture, mais pour un acteur qui est plus dans le global, comme Philippe Kaminski, comment vous percevez-vous, comment vous appréhendez-vous la réalité de l'économie sociale et solidaire? Est-ce que vous avez cette même dimension plurielle? Est-ce que dans votre approche, est-ce que vous avez cette même dimension solidaire, territoriale? Non, la dimension plurielle, je la subis plus qu'autre chose. Je suis obligé de la constater. Il y a une loi maintenant, l'économie sociale et solidaire, elle a 3 ans. Elle impose, parce que c'est une loi, elle impose une définition, ce qui est absurde. Enfin, c'est comme ça. Cette définition n'est comprise, n'est admise, n'est reprise par quasiment personne, et chacun continue, ce qui est tout à fait normal et sain d'ailleurs, à avoir sa propre représentation, sa propre conception de ce que peut être l'économie sociale. Alors je vais vous dire ce qu'est la mienne, et après on discutera éventuellement. D'abord, je suis un vieux de la vieille. J'étais au tout début de l'économie sociale, pas aux origines, mais à ma connaissance, il n'y a plus de survivants des origines. Donc je suis vraiment un des derniers survivants. J'ai commencé à rentrer dans l'étude et dans le soutien, la promotion à l'idée de l'économie sociale en fin 79. C'est-à-dire que je suis plus tout jeune. Lorsqu'il m'a été proposé de venir parler ce soir et de participer à ce futur groupe de travail sur la culture et l'économie sociale, j'ai accepté sans aucun état d'âme, bien que je ne sois en rien un spécialiste de la culture. Mais j'ai une ancienneté dans l'économie sociale, et l'économie sociale est pour moi aussi un acte de foi. Je souhaite qu'elle se développe, je souhaite qu'elle s'étende dans de nouveaux domaines, je souhaite qu'elle irrigue la société, je souhaite qu'elle soit un instrument de transformation sociale. Et la culture n'est pas le seul domaine dans lequel c'est possible, le terrain est vierge, il y a d'autres terrains qui sont vierges, mais celui-ci existe et je ne demande pas mieux que d'y apporter ma contribution. Donc, qu'est-ce que l'économie sociale au-delà des définitions qui sont différentes d'une personne à l'autre et surtout d'un pays à l'autre? Parce que le monde entier n'a pas attendu que la France édicte une loi. Dans chaque pays, il y a une culture du droit, une culture des rapports entre la société et les entreprises, et un vocabulaire qui s'adapte. Il y a des pays où on ne parle que d'économie sociale, des pays où on ne parle que d'économie solidaire. C'est surtout en Amérique du Sud que je pense que le concept est le plus développé, le plus dynamique, et les deux termes sont utilisés d'un pays à l'autre de façon assez indifférenciée. Donc pour vous, il n'y a pas de différence entre les deux? Pour moi, l'économie sociale, ce n'est pas une économie qui serait sociale, ce n'est pas un substantif avec un qualificatif. C'est ce qu'on appelle en grammaire un syntagme, c'est-à-dire deux mots qui sont indissociables et qui, ensemble, ont un sens différent de ce que chacun des deux mots apporte. À l'origine, c'est-à-dire en fin 77, c'était en France, ça s'est passé à Paris, le groupement des coopératives et le groupement des mutuelles, rejoints rapidement par un certain nombre de fédérations associatives, se sont posé la question comment est-ce qu'on pourrait appeler l'ensemble constituant, parce qu'il s'avère que cet ensemble, eh bien, nous avons des revendications communes. On aimerait travailler ensemble pour peser auprès des pouvoirs publics, pour revendiquer l'originalité de notre statut, de notre fonctionnement. Et le choix s'est porté sur le mot économie sociale, en référence
à une très vieille réalité qui était le pavillon de l'économie sociale et l'exposition universelle de 1900, où étaient présentées, sous ce nom-là, un certain nombre d'institutions, allant des patronages aux syndicats, des coopératives, des sociétés de secours mutuels, différentes associations, types d'associations qui aujourd'hui ont disparu, qui n'ont pas leur correspondance aujourd'hui. Toutes institutions, toutes organisations contribuant au progrès, je dirais, du bien-être social, pas seulement ouvrier, parce que les agriculteurs y avaient aussi largement leur place. Et quand on dit ouvrier, il y avait également, dans cette acception assez large, beaucoup d'artisans, beaucoup d'indépendants. Donc toutes ces institutions, à l'époque où il n'y avait pas d'État-providence, Charles Gide, qui était commissaire à l'exposition universelle de 1900, avait appelé ça l'économie sociale, alors que ce mot avait connu un certain nombre d'acceptions diverses tout au long du XIXe siècle, et même avant. Et c'est en 1977 que, face à un regroupement dont on ne pouvait pas prévoir la pérennité, entre les coopératives françaises, les mutuelles d'assurance, les mutuelles de santé, puis quelques autres, une assemblée relativement informelle, non mandatée pour cela, a décidé de choisir entre différents termes qui étaient proposés, celui d'économie sociale, pour dire, voilà, ensemble, ce que nous constituons, ça s'appelle l'économie sociale. Moi, je suis arrivé dans cette affaire-là 2 ans après, en 1979. Je ne trouvais pas que c'était un excellent choix, mais enfin, je l'ai accepté. Et depuis, je le porte. Je l'assume. Pour moi, l'économie sociale, le noyau dur, ce sont les coopératives, ce sont les mutuelles, et ce sont les associations qui, par leur fonctionnement, se rapprochent des coopératives ou des mutuelles. Un point, c'est tout. Et alors, tout le reste, c'est du discours. Et alors la solidarité. Et on est très fort dans les discours. Et alors l'aspect de la solidarité, vous le prenez pas du tout en compte ou le... Les coopératives, c'est solidaire par nature. Il suffit de regarder leur statut. Les mutuelles aussi. Ça ne veut pas dire qu'ils le sont dans les faits. Il ne suffit pas d'une forme juridique pour faire le... Bien sûr, ça ne veut pas dire qu'ils le sont dans les faits. Bon, et alors, est-ce que la démocratie est toujours parfaite? Bon. Et du coup, toutes les nouvelles formes aujourd'hui adossées à l'économie sociale et solidaire, type les SCOP, etc., vous considérez que... Les SCOP, c'est très ancien. C'est très ancien. Ça date des années 1830. Bon, c'est pas... Ça existe depuis très longtemps, ça fait partie des coopératives. Et toutes les idées nouvelles que nous avons aujourd'hui, que je soutiens, que j'étudie avec plaisir, ce sont en fait des adaptations au monde actuel de très anciennes structures, de très anciens types de solidarité, je veux bien reprendre le mot, je l'assume parfaitement, qui ont existé par le passé, qui sont portées par ce que moi j'appelle l'économie sociale, mais je veux bien accepter le mot moderne d'ESS, économie sociale et solidaire, si ça peut arranger tout le monde. Dans ce que vous avez dit, vous avez parlé du terrain culturel vierge pour l'économie sociale. Alors je voudrais me tourner vers Bernard Latarjet sur cette question-là, parce que vous avez beaucoup travaillé sur des différentes initiatives. Vous êtes allé rencontrer beaucoup d'initiatives en France, et notamment en vue d'un rapport... coordonné par le Fonds du Crédit Coopératif, Fondation du Crédit Coopératif. Donc, est-ce que dans votre expérience concrète, vous faites l'expérience vraiment de ce terrain culturel vierge, ou au contraire, vous avez vu des initiatives qui relevaient de l'ESS sans pour autant emporter le label, savoir qu'ils l'étaient, qu'ils appartenaient à ce monde-là, ou au contraire, vous avez un sentiment qu'on en est qu'aux émergences et qu'il y a tout un terrain d'entente entre économie sociale et solidaire et culture à développer? Pour répondre un peu brutalement à votre question et en me référant donc à l'intitulé de cette rencontre qui porte sur le spectacle vivant et l'économie sociale et solidaire, j'ai envie de vous dire que je considère que 80% des entreprises du spectacle vivant en France appartiennent à l'ESS. Sur ces 80%, il y en a certainement 90%, des 80%, qui ne le savent pas ou qui ne le disent pas. Alors, moi, contrairement à mon prédécesseur, j'aime bien les lois. Je considère que la loi, c'est le droit, et le droit, c'est la liberté. Bon. J'aime bien les lois, puis ça oblige à réfléchir, les lois. Ça oblige, en effet, à essayer de préciser un peu ce dont on parle, le champ, les... Bon. Et donc, il y a eu une loi en 2014, la loi Hamon. Elle a
Elle a défini l'économie sociale et solidaire et elle a dit surtout pas de définition juridique, une définition par les valeurs et par les pratiques. Alors la définition par les valeurs et par les pratiques, c'est clair, il y a trois critères. Hein. L'intérêt général et l'utilité sociétale, la lucrativité limitée et le fait que la propriété du capital ne détermine pas la gouvernance, et un fonctionnement et une gouvernance aussi démocratique que possible ou au moins participative. Si vous appliquez ces trois critères au champ culturel ou au champ général, mais appliquons-le au champ culturel. Une petite parenthèse, si on applique strictement ces trois critères, il y a une partie des scopes qui sortent de l'ESS. Alors que les scopes étaient le pilier, l'origine, le pilier, la concrétisation majeure. Une scope aujourd'hui qui a un but purement commercial, purement lucrative, il y en a quelques-unes. Dans l'industrie du bâtiment, il y a de grandes entreprises sous statut scope qui n'ont qu'une vocation commerciale classique d'entreprise à finalité lucrative. Donc, au regard de la loi Hamon aujourd'hui, elle a beau être scope, elle n'est pas ESS. Je prends un autre exemple emprunté au secteur culturel. Le Centre dramatique national de Dijon est une scope. La scène nationale de Mâcon est une scope. Alors, bien que scope, le directeur de ces deux institutions nationales ne sont pas démocratiquement élus. Ils sont nommés par l'État, par les puissances publiques, enfin par l'État et collectivités locales. On peut se demander si la scope de Dijon ou la scope de la scène nationale de Mâcon appartiennent à l'ESS. Au regard de la loi Hamon, non. Bon. Donc, on est obligé, cette loi nous oblige justement à préciser le champ, la réalité du champ aujourd'hui. Alors, dans le secteur culturel, moi je considère que appartiennent à l'ESS les scopes et les cycles hors celles qui sont à but purement lucratif. Il n'y en a pas beaucoup dans le secteur culturel, il n'y en a pas. Il y en a pas. Donc, vous pouvez prendre toutes les scopes et toutes les cycles culturels, elles font partie de l'ESS. Dans le domaine du spectacle vivant, il y en a pas mal, hein, il y en a une cinquantaine. C'est pas négligeable sur un total de 250 à 260 scopes et cycles. Donc les scopes et les cycles. Tous les groupements d'entreprises qui sont issus de la loi Hamon ou antérieurs, comme les PTCE, les CAE, les groupements d'entreprises, les pôles territoriaux de développement économique, de coopération économique, pardon, et les groupements d'entreprises, et les coopératives d'activité et d'emploi. Bon, ça c'est un deuxième champ. Il y a tous les groupements hors label précédent qui sont ce qu'on appelle les tiers-lieux, les lieux alternatifs, les incubateurs, et tous ces lieux de collectifs qui rassemblent des acteurs, des entreprises, et qui pratiquent donc, par définition, la coopération et un minimum de solidarité entre ces acteurs. Alors, évidemment, le degré d'utilité sociale et solidaire parmi ces tiers-lieux, compte tenu de leur diversité, est variable. Mais globalement, on peut dire qu'aujourd'hui, les tiers-lieux culturels en France relèvent de l'économie sociale et solidaire. J'inclus également toutes les industries créatives à statut commercial, il y en a pas mal, qui sont soit membres d'un groupement, dans les CAE, dans les PTCE, il y a des industries créatives diverses. Dès lors qu'elles sont membres d'un groupement et qu'elles pratiquent à l'intérieur de ce groupement un maximum de solidarité, voire de mutualisation d'un certain nombre de leurs services, je considère qu'elles font partie de l'ESS. Elles adhèrent à une charte, qui est la charte du groupement, qui, par essence, je dirais, les caractérise comme appartenant à l'économie sociale et solidaire. Et puis, dernier champ, et qui est pour moi le plus important à la fois quantitativement et politiquement, c'est toutes les associations culturelles employeuses. Entre 30 et 35 000 aujourd'hui en France. Bon. Ces associations culturelles employeuses répondent pour la quasi-totalité d'entre elles, et de façon variable mais assez satisfaisante, aux trois conditions de la loi Hamon. C'est ce que l'UFISC, dans son ouvrage, dans son manifeste et dans l'ouvrage qu'il a sur la table, appelle le tiers secteur aujourd'hui. Et ce tiers secteur, c'est donc plus de 30 000 employeuses. Hein. Ça représente aujourd'hui en France, en termes d'offres d'activités de services culturels, quand je dis activités et services, y compris les œuvres, les créations, en termes d'emploi,
en termes de couverture territoriale, un élément fondamental et essentiel du service culturel au sens large. Jusqu'à présent, ce tiers secteur, ces 31 500 associations, n'étaient pas formellement, en dehors du militantisme d'organisations comme le FISC, n'étaient pas formellement considérés comme appartenant à l'ESS. Alors on pourrait y revenir ensuite dans la suite de cette discussion sur les conditions justement de cette prise en compte, de ce rapprochement entre ces structures et l'ESS, mais je considère qu'aujourd'hui, la question centrale que pose l'ESS au monde de la culture, ou que pose le monde de la culture à l'ESS, c'est celle-là, c'est celle du tiers secteur associatif, compte tenu encore une fois de son importance. Alors, sur la définition de l'utilité sociale, le mouvement des entreprises sociales a publié un livre blanc il n'y a pas si longtemps avec encore des définitions, des repères. La solidarité, on vient d'en parler. Il y a deux dimensions de cette solidarité. Il y a la solidarité interne à l'entreprise, c'est-à-dire le fait que les membres de l'entreprise sont solidaires juridiquement ou par leur manière de fonctionner, par leur manière de gouverner, de décider. Et puis il y a la solidarité externe, c'est-à-dire la coopération qui se développe entre entreprises, entre acteurs, entre opérateurs, qui décident de partager des projets, des services, des moyens, des risques, des recettes. Bon. Donc on pourra y revenir quand on parlera des moyens de ce rapprochement. Mais je pense que sur ces questions de définition, gardons-nous des définitions juridiques, mettons en évidence les valeurs et les pratiques telles qu'elles figurent dans la loi Hamon et observons comment les entreprises culturelles y répondent. Dernier point de définition, il y a une définition qui est encore plus compliquée et plus sensible au sein du monde de la culture que celle de économie sociale et solidaire, c'est la notion d'entreprise et d'entrepreneur. Qu'est-ce qu'une entreprise et qu'est-ce qu'un entrepreneur? Quand la ministre de la Culture a confié à Siefenhorn une mission d'étude sur le développement de l'entrepreneuriat artistique culturel, Siefenhorn a fondé son rapport et son expertise sur la tête. Une entreprise culturelle, c'est une entreprise à statut de société commerciale et à vocation commerciale, quel que soit par ailleurs l'intérêt général de son activité. Donc il excluait de son champ tout ce que je viens de dire, sauf en effet les entreprises à statut commercial. Alors je suis tout à fait opposé à cette définition de l'entreprise. Je vous convie à reprendre la définition de l'entreprise telle qu'elle figure, telle qu'elle a été retenue par l'Union européenne. Elle est très simple et très claire. Et je vous renvoie aussi à une publication récente de la revue de l'entrepreneuriat qui est consacrée à l'entrepreneuriat culturel et qui a donné lieu à un appel à contribution de la part de toute une série d'acteurs, de chercheurs, d'universitaires, d'économistes, sur cette question de l'entrepreneuriat culturel. Merci. J'ai envie de me tourner de nouveau vers Stéphanie Thomas par rapport à tout ce qui vient d'être dit, qui vous incluait. Donc on a l'impression que le champ est immense dans les modalités économie sociale et solidaire de structures culturelles, qu'elles soient associatives, SCOP, etc. Quelle est la spécificité de l'UFISC et comment vous vous situez par rapport à ces tiers-lieux Je vais raconter peut-être un petit peu l'histoire de l'UFISC, mais juste avant, peut-être pour répondre à Bernard Latarjet sur la question de la définition et du fait qu'il ne faille pas s'enfermer dans une définition juridique à laquelle je pense on ne peut que souscrire. Mais il y a aussi une question qui est un peu centrale, c'est celle de l'intention. En fait, nous, on se définit aussi dans l'idée d'un projet de société qu'on souhaite travailler avec nos associations, avec nos entreprises collectives, etc. Et qui soit donc dans un modèle non prédateur, un modèle humain et qui prenne en compte la dignité des personnes et les droits culturels. Et même s'il y a une table ronde sur les droits culturels en ce moment même en parallèle, je pense que les deux dimensions sont indissociables et pour nous constituent le fondement même
de l'appartenance de nos organisations à ce qu'on peut revendiquer être une économie sociale et solidaire. Patricia Koller, dans un entretien que j'ai eu avec cet après-midi, donc c'est la déléguée générale de l'UFISC, me disait en fait, nous, on envisage l'économie sociale et solidaire comme une forme de vision politique, d'idéologie politique. C'est pas simplement... le portage d'un projet de société. Et là, on sort complètement du cadre de la loi Hamon qui ne pense pas d'abord les choses en ces termes-là, même si c'est sous-jacent. Je surplussois ce que vous venez de dire. Non, mais c'est ce que m'a dit Patricia Koller. Oui, mais c'est carrément ça, c'est ce que je viens d'expliquer aussi en disant qu'on sortait justement, on essayait au plus de se garantir justement de cadres vraiment trop stricts qui nous enfermeraient dans quelque chose qui ne corresponde pas à l'intégralité des structures qu'on représente. Mais est-ce que ce ne serait pas excluant pour les autres qui ne partagent pas votre vision ? Ça dépend quelle vision du monde les autres partagent. Si c'est une vision du monde humaniste, ils sont bienvenus. Oui, Philippe Kaminski. Oui, je pense que nous sommes quelque peu piégés par la brièveté de nos interventions. Ça nous est imposé, c'est normal. Et au fond, je n'ai rien à redire à ce que j'ai entendu de mes voisins. Ce sont des points de vue complémentaires aux miens. Je ne me fais pas changer d'avis pour autant, mais je suis en mesure de les intégrer les uns et les autres. Il n'y a pas d'opposition, simplement je me méfie de ces attitudes qui consistent à vouloir chercher la perfection. L'économie sociale, ce n'est pas forcément de l'héroïsme. C'est un système de gouvernance des entreprises, pour faire très bref, disons, sans capital. Il y a toujours un capital, mais le capital est un très bon serviteur, un très mauvais maître. Et dans les entreprises de l'économie sociale, on a décidé que ce ne serait qu'un serviteur. Alors, il y a bien sûr des dérives, il y a bien sûr, tout est humain, il y a toutes les nuances de gris entre le blanc et le noir. Mais on ne peut pas naviguer entre deux extrêmes, vouloir que, par exemple, que 80% de chaque tranche d'âge arrive au baccalauréat, ou alors de dire le seul baccalauréat qui vaut quelque chose, c'est celui de la mention très bien, et il y en a 7%, ou 3%, j'en sais rien. Non, il y a un bon sens à rechercher, et le fait que dans les statuts, parce que je défends quand même aussi la réalité des statuts, dans les statuts des entreprises d'économie sociale, il y ait des dispositions qui permettent aux sociétaires de prendre le pouvoir sur la technostructure et de réellement réaliser peu ou prou cet idéal de gestion démocratique que chacune des entreprises met au premier rang de ses valeurs, mais qui est impossible à atteindre à 100%. Alors, est-ce qu'il y a un seuil en deçà duquel on n'est pas digne de figurer dans l'économie sociale? Je me suis toujours élevé contre cette conception, parce que si on fait du robespierrisme, eh bien, on reste très peu nombreux, et c'est préjudiciable à la promotion de l'idée d'économie sociale. Il faut quand même être capable de dire, nous sommes quand même assez nombreux, nous représentons beaucoup de choses. Il est bon d'intégrer même ceux dont on sait très bien qu'ils sont très peu respectueux des valeurs qu'ils affichent. Tant pis, on le déplore, mais il faut faire avec. Et donc, pour recentrer maintenant sur la question du spectacle vivant, donc c'est une économie particulière qui est fort marquée, notamment dans ce secteur-là, par l'intermittence. Donc, comment on peut penser une économie sociale et solidaire du spectacle? Alors, en écoutant Bernard Lietager, on se rend compte que le champ est très vaste et que la plupart des associations, la quasi-totalité des associations et autres structures comme les SCOP appartiennent à l'économie sociale et solidaire. Qu'est-ce qui seraient les enjeux maintenant de ce rapprochement? Je pense notamment à un texte que Jean-Michel Lucas, qui travaille beaucoup sur les droits culturels, a écrit pour Profession Spectacle, vous le trouverez dans le dossier à la fin, sur disant, en fait, l'enjeu, selon moi, le risque, ce serait de vouloir rapprocher la culture de l'ESS, alors que l'enjeu, c'est de rapprocher l'ESS de la culture, parce que c'est la culture qui pose les fondamentaux.
Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec cette vision-là, ou est-ce qu'au contraire, pour vous, c'est un enrichissement réciproque, et comment vous le mettriez en place par rapport à ce qui existe déjà? Oui. Moi, j'ai peut-être un tout petit peu déjà répondu à cette question-là dans l'intervention précédente, en disant que pour nous, on ne peut pas dissocier ce qui relève d'un projet de société d'une vision purement économique ou une vision purement humaniste des choses. Ça forme un tout. Et du coup, c'est compliqué effectivement de dire il faut rapprocher la culture de l'ESS ou reprocher l'ESS de la culture, attendu que, en tout cas dans la vision que nous, on développe à l'UFISC, on englobe déjà l'intégralité de ces notions-là dans un projet qu'on essaye de porter. Pour nous, parce qu'on n'a pas, comme vous parliez de définition au départ, on n'a pas embrayé sur le mot culture, on est tout de suite parti sur spectacle vivant, mais pour nous, la culture, c'est ce qui fait la relation et l'interaction entre les personnes. C'est la vision des droits culturels que porte Jean-Michel Lucas à travers le texte que vous venez... Et Édouard Glissant avant lui, bien sûr, mais sur le texte que vous venez de citer, où lui, il dit effectivement que c'est plutôt à l'ESS de se rapprocher de la culture. Moi, je dirais que finalement, c'est ni à l'un ni à l'autre de se rapprocher. Ils font partie d'un grand tout tous les deux, à partir du moment où on considère qu'on travaille dans un certain sens, avec une certaine intention, qui est en tout cas nous concernant, celle de porter un projet de société humain, non prédateur, proche justement de ces interactions entre les personnes et les mettant en valeur en ce qui nous concerne à travers les arts vivants, le spectacle, etc. Bernard Altargé, vous vouliez intervenir sur cette question? Je crois que ce qui caractérise fondamentalement l'époque par rapport au passé récent, sur le champ de la culture, et d'ailleurs c'était débattu à plusieurs reprises au cours de ces 2 journées, c'est la conjonction, pour ne pas dire le télescopage, entre une modification assez brutale et assez sévère du contexte économique lié au financement par les pouvoirs publics des projets et des entreprises culturelles, d'une part, et d'autre part, la modification du contexte social et sociétal dans lequel les projets et les politiques culturelles se développent. On a parlé des droits culturels, on a parlé donc de cette remise en cause des missions traditionnelles, en tout cas de l'équilibre entre ces missions traditionnelles et la nécessité pour les acteurs, que ce soit les artistes, que ce soit des institutions, de prendre en considération de nouveaux enjeux. Et je me plais à évoquer l'expression de transition culturelle quand on parle de transition énergétique ou de transition écologique. Et cette transition, elle est brutale. Et elle est caractérisée par toute une série de changements, mais il y en a 3 qui me frappent dans les rapports que j'ai avec mes interlocuteurs sur le terrain. La première caractéristique, c'est une territorialisation, un ancrage local de plus en plus fort, et des projets, et des entreprises, et des institutions. Cet ancrage territorial accru, cette dimension territoriale accrue des projets s'accompagne d'une grande hybridation des services, des activités, des productions à l'intérieur des projets, avec une hybridation des moyens, notamment des moyens publics, qui ne sont plus seulement les moyens du ministère de la Culture ou des administrations culturelles d'État ou de collectivités locales, mais qui recourent aujourd'hui à quantité d'autres opérateurs publics, de la politique de la ville, des politiques sociales, des politiques d'éducation, qui conduisent donc les opérateurs culturels soit à s'intégrer, à collaborer au sein de projets de développement beaucoup plus pluridisciplinaires, avec une plus grande variété d'acteurs liés entre eux à l'intérieur d'un projet commun, soit d'intégrer à l'intérieur de leur propre projet culturel ces nouveaux services qui peuvent non seulement répondre à des demandes sociales nouvelles, mais apporter des ressources nouvelles que les financements publics traditionnels de la culture ne peuvent plus couvrir. Et puis la troisième caractéristique de cette transition culturelle, on vient de l'évoquer, c'est le passage de la démocratisation à la démocratie portée par les droits culturels. La démocratisation, c'est pas, on l'a dit tout à l'heure dans une autre assemblée, la démocratisation, c'est pas la démocratisation de la culture, c'est la démocratisation de l'art. C'est l'accès du plus grand nombre aux œuvres. La démocratie culturelle, c'est tout à fait différent, c'est les droits culturels. C'est plus l'accès du plus grand nombre aux œuvres, c'est la possibilité pour chacun de se construire dans une offre d'activités culturelles
sinon de son choix, à la définition et à l'élaboration duquel il participe, en tout cas dont il n'est pas le simple consommateur, mais un acteur aussi actif que possible. Alors, cette transition culturelle, elle débouche pour les acteurs, et notamment les acteurs du spectacle vivant, notamment les plus fragiles, les plus précaires d'entre eux, c'est-à-dire les compagnies dirigées par des artistes, par des créateurs, elle débouche sur, à mon avis, une double exigence essentielle. La première exigence, c'est l'exigence de coopération. Dans un monde qui est traditionnellement marqué par l'hyper-individualisme, la concurrence sauvage, que le meilleur gagne et j'aurai la peau du voisin, c'est moi que j'aurai mon article dans Télérama et c'est pas lui. Cette tradition hyper-individualiste, hyper-concurrentielle, j'allais dire, loi de la jungle, elle est aujourd'hui obligée de se remettre fortement en question et d'adopter des logiques beaucoup plus coopératives, beaucoup plus collectives, beaucoup plus mutualistes. Et quand je dis coopératif, c'est pas simplement pour faire des économies, c'est pas pour partager un comptable, une secrétaire ou un chargé des relations publiques. Ça va bien au-delà, c'est pour partager des projets, c'est partager des énergies, des compétences de projets. C'est entrer dans des logiques de développement, plus que d'économie, des logiques de développement liées à des mises en commun de capacités, de connaissances, de création, et de prospection, de négociation. Donc, exigence de coopération, sous toutes ses formes, qu'elles prennent une forme juridique très élaborée comme une SIC ou comme une SCOP, ou pas. Mais bon, ça c'est la première exigence. Et la deuxième exigence, j'en disais un mot, c'est la nécessité pour ces entreprises culturelles, y compris encore une fois les plus liées directement à la création, les compagnies, les ensembles, tous les domaines du spectacle vivant et de la musique, de diversifier leur modèle économique pour ne plus être à ce point dépendant des financements publics de la culture. D'autant que le tiers secteur dont nous parlons et que l'UFISC représente mieux que quiconque, ce tiers secteur est de plus en plus la variable d'ajustement des contraintes budgétaires. Quand il y a des économies publiques à faire quelque part, c'est d'abord là-dessus qu'on tape. Parce que c'est le plus facile. Évidemment, c'est le plus facile. Donc, exigence de coopération, exigence de diversification des offres, des services et donc des ressources. L'ESS porte cette double exigence. Donc, rapprocher l'ESS des entreprises culturelles, c'est proposer aux entreprises culturelles des méthodes, des moyens, des procédures, des compétences qui faciliteront ce passage, faciliteront cette transition culturelle, faciliteront ce développement des pratiques collaboratives et coopératives, faciliteront cette diversification des moyens et des ressources. Mais la réciproque est vraie, comme vous le disiez. La culture, parce qu'elle est porteuse des droits culturels, parce qu'elle est porteuse de ces valeurs d'émancipation, de démocratie, évidemment, elle nourrit l'ESS. Elle nourrit l'ESS. L'ESS les instances de l'ESS devraient se rapprocher, elles, beaucoup plus spontanément qu'elles le font, des entreprises culturelles. Alors je dis beaucoup plus spontanément qu'elles le font, je vais être sévère. L'ESS, elle est représentée dans toutes les régions de France par des chambres régionales de l'ESS. Je me suis amusé, enfin amusé n'est pas le terme, je me suis employé à essayer d'évaluer la place de la culture au sein de ces instances régionales de l'ESS, la prise en compte des activités culturelles, des entreprises culturelles au sein de ces instances régionales de l'ESS. C'est pas brillant. C'est pas brillant. Donc, pour répondre à votre question, le besoin de rapprochement, il va dans les deux sens. Il est nécessaire que les instances de l'ESS se rapprochent du monde culturel, d'abord parce que le monde culturel représente un poids très important dans l'ESS, entre 15 et 20%, alors selon les critères, est-ce qu'on compte les emplois, est-ce qu'on compte les entreprises, mais c'est un deuxième ou troisième secteur aujourd'hui en termes d'entreprise, en termes d'activité économique de l'ESS. Donc l'ESS devrait se rapprocher de la culture, et devrait se rapprocher de la culture non seulement à cause de son poids, mais comme je le disais, parce qu'elle partage des valeurs et que la culture injecterait dans l'ESS plus de légitimité et plus de richesse et de force au regard des valeurs telles qu'elles sont préconisées par la loi Hamon. Mais de l'autre côté, bien sûr, les entreprises culturelles, y compris les plus fragiles, les plus modestes, bien sûr les plus importantes aussi,
devrait beaucoup plus spontanément s'interroger sur comment je vais pouvoir développer mes coopérations, mes collaborations et comment l'ESS peut m'aider à le faire. Et de même pour l'évolution des modèles économiques. Donc j'insiste, le mouvement il est double, c'est pas dans un sens, c'est dans les deux sens. Et comme on dit maintenant de façon un peu démagogique, ça serait gagnant-gagnant. Pour l'instant, on n'en est pas là. Hein. On n'en est pas là. Si on prend les structures et les groupements qui caractérisent classiquement l'ESS, comme les SCOP, les SIC, les PTCE, les GE, les CAE, dans le monde culturel, ça reste absolument marginal en nombre et stable, c'est-à-dire que ça ne croît pas. Dans certains cas, même, ça aurait tendance à plutôt diminuer du fait de la fragilité de certaines aides publiques à ces groupements ou à ces coopératives. Bon, donc, et si on prend les associations, comme je le disais tout à l'heure, l'immense majorité d'entre elles ne se considèrent pas comme appartenant à l'ESS et ne cherchent pas spontanément à s'en rapprocher. Ce serait un donc enjeu on est dans pour cette vous. situation paradoxale de deux secteurs qui devraient se parler, s'épauler, s'aider, s'enrichir, et qui ne le font pas, alors qu'elles auraient tout intérêt à le faire. Ce sera un enjeu pour vous que ces associations si nombreuses évoluent vers des formes juridiques plus proches de la nature de l'ESS ? Qu'elles évoluent sous toutes les formes imaginables et possibles de coopération. Je considère qu'à partir du moment où on commence à coopérer, à fabriquer du collectif, dès lors qu'on est dans l'intérêt général, dès lors qu'on n'est pas dans la lucrativité prioritaire, on est dans l'ESS. Que ce se traduise ou non par un statut juridique classique de l'ESS, on est dans l'ESS. Il y a un critère aussi intéressant par rapport au spectacle vivant. Luc Delarminat, qui dirige le Centre de ressources nationales DLA Culture, aujourd'hui, les demandes de conseils, d'accompagnement, d'aide en termes de compétences, de professionnalisation qui s'adressent au DLA, au dispositif local d'accompagnement, ces demandes, les entreprises culturelles représentent à peu près 20% du nombre total de demandes en France. C'est sinon le premier secteur, quelquefois dans certaines régions c'est le premier, en moyenne nationale c'est le deuxième. Donc ça c'est encourageant parce que ça montre qu'il y a tout de même un mouvement de la part des entrepreneurs culturels vers les services de l'accompagnement, donc un besoin, une espérance pour eux de pouvoir trouver de nouveaux modèles, de nouvelles méthodes de travail, de nouvelles formes de coopération et de se former à ça. Je vais laisser la parole à Luc Delarminat un peu plus tard, c'était prévu. Mais je sens que Philippe Kaminski, vous voulez répondre. Non, vous avez posé une question d'une façon symétrique. L'ESS d'un côté, la culture de l'autre, qui doit faire un pas vers... C'est effectivement ce que j'ai fait. Bon, le problème, c'est que l'ESS et la culture, pas plus l'une que l'autre, sont des personnes douées d'une capacité de décision. Ce sont des artifices, ce sont des ensembles d'entreprises, d'organisations qui, chacune, ont leur pouvoir de décision et qui ont une histoire, et une existence collective ou pas. Quand j'ai dit tout à l'heure que le terrain était vierge, j'ai jamais dit qu'il n'était pas ensemencé. Il est vierge et ce que vient de dire Bernard Latarjet le prouve amplement. Les coopérations ne sont pas suffisantes, l'expression collective est inexistante. Alors du côté des associations, le problème est assez compliqué parce que je me méfie beaucoup des dénombrements compte tenu de la très grande incertitude qui préside à l'attribution d'un code d'activité économique à chaque association. Et puis il y a une certaine perméabilité entre les associations culturelles. Je pense qu'ici, par culture, on entend artistique, essentiellement. Mais de fait, il y a une périphérie des activités artistiques qui s'étend fort loin et qui vient se confondre avec un certain nombre d'associations polyvalentes qui font à la fois de l'accueil, du sport, de l'animation et de la culture.
Il y a une perméabilité également avec les associations d'éducation populaire, voire celles de tourisme social. Mais le tourisme social et l'éducation populaire sont des activités qui ont un passé fédératif assez fort. C'est-à-dire que les structures qui en font partie se sentent représentées, ce qui n'est absolument pas le cas des activités artistiques. Là, il y a effectivement un manque cruel. Et si ces activités-là sont si peu représentées dans les CRES, comme au niveau supérieur de l'économie sociale et solidaire, ben, c'est parce qu'il n'existe pas de représentants attitrés. Et je ne sais pas s'il faut commencer par rapprocher l'un de l'autre ou rapprocher l'autre de l'un. J'ai l'impression que tout est à faire et que tous les efforts sont les bienvenus. Alors justement, comment vous qui avez l'expérience de 35 ans dans le milieu, du côté de l'ESS d'abord, comment vous verriez, enfin qu'est-ce que vous conseilleriez aux entreprises, aux associations, aux coopératives culturelles pour continuer sur ce chemin de coopération? Ce que je leur conseillerais, de vivre, de se développer, d'exister, de ce que vous voudrez, d'être heureuse. Certainement. Maintenant, et plus concrètement. Est-ce que l'ESS peut contribuer à leur bonheur? Sans doute un peu, mais hélas, marginalement. L'ESS, c'est extrêmement divers. Ça couvre, il y a des entreprises de toutes les activités qui en font partie. Et si on regarde chacune d'entre elles, on s'aperçoit que le facteur métier est prédominant dans leur identité, dans leur façon d'être. Il faut d'abord qu'elles possèdent parfaitement leur métier. Ensuite, elles ont effectivement un système de fonctionnement qui fait une large place à la démocratie, à la solidarité. Si elles se reconnaissent entre elles à partir de ces particularités, tant mieux. En plus, c'est porteur d'un message de transformation sociale que moi, je me plais à vouloir privilégier. Mais je dois reconnaître que dans la vie de l'entreprise, c'est quelquefois important, mais sur le moyen terme, c'est quelque chose de relativement secondaire. Donc, je souhaite que les choses se fassent, évoluent dans le bon sens, mais je ne saurais penser que ça puisse être une priorité. Oui. Il faut être raisonnable. Stéphanie Thomas, vous voulez réagir? Oui, alors à plusieurs choses, mais peut-être déjà à reprendre ce que M. Latarjet a dit tout à l'heure sur ce qu'il appelait l'exigence et la nécessité de coopération. Alors, c'est certainement observé, mais peut-être que ça pourrait se traduire plus par la volonté de coopération que dans une exigence ou dans une nécessité qui pourrait faire dire que, en dehors de la coopération, point de salut pour ces initiatives et ces entreprises-là, alors que c'est vraiment parce qu'elles se placent dans un certain esprit, dans une certaine recherche justement de vivre ensemble, etc., qu'elles choisissent de coopérer, je pense. Après, la coopération, elle n'est pas toujours simple. Quand elle est forcée, la plupart du temps, elle fonctionne mal. On a réalisé une étude avec la FEDELIMA, la Fédération des lieux de musique actuels, sur et OPAL d'ailleurs aussi, sur les formes de coopération qu'on peut observer au sein de nos structures sur des territoires. Et on se rend compte que dans les différentes formes de coopération, effectivement, si il y a une injonction à coopérer, ça peut être compliqué. Après, juste aussi revenir sur ce que vous avez appelé la raréfaction des ressources publiques, qui est réelle. Hein. C'est vrai que les collectivités territoriales, l'État ont de plus en plus de mal à mettre des crédits sur les initiatives privées d'intérêt général que nous représentons. D'un autre côté, on estime aussi qu'il n'y a pas une solution qui serait celle d'aller directement vers l'ESS et qui serait la solution qui nous permettrait de sortir de l'ornière financière dans laquelle on est. C'est pas vrai. On est dans une économie plurielle et c'est essentiel de revendiquer la pluralité de cette économie et donc de s'inscrire aussi dans le champ de l'intérêt général et de travailler en partenariat avec les collectivités publiques et l'État dans ce domaine de l'intérêt général pour pouvoir continuer à le revendiquer et à le travailler avec eux. Du coup, par exemple, nous, avec l'UFISC, une de
une de nos actions principales, c'est de travailler à ce qu'on appelle justement cette co-construction de l'intérêt général avec les citoyens, avec les initiatives que nous représentons et en partenariat avec ces collectivités publiques. Ça nous semble essentiel d'être aussi à un moment en amont de la loi pour pouvoir influer à ce niveau-là, à notre niveau, hein. On n'est pas des constructeurs non plus, mais d'influer à ce niveau-là parce qu'on sait que les lois vont demain avoir un effet direct sur nos structures, ça nous paraît essentiel. Et sur les deux autres points aussi sur lesquels je voulais insister, c'était redire encore une fois qu'on considère l'acte artistique comme un enjeu sociétal directement. Et la deuxième, c'est que ça découle directement de ça, la diversité culturelle, c'est un bien commun, et c'est comme ça aussi qu'on essaye de le concevoir au sein de l'Union. Voilà, pour une première réaction. Sinon, on est plutôt heureuse. Bernard Latarjet. Oui, bien entendu, il n'est pas question d'injonction de la coopération. Bien entendu, la coopération, la collaboration sous ces formes ne peut pas être forcée, elle doit être volontaire. Mais elle peut être encouragée. Elle peut être encouragée j'ai travaillé depuis quelques semaines sur des pistes d'encouragement, qui ne seraient évidemment pas des pistes d'injonction. On ne conditionnerait pas le conventionnement d'une entreprise ou d'une compagnie à son mariage avec d'autres, ni l'attribution d'un label national à telle ou telle structure à des exigences de cette nature. Non, mais il y a des moyens d'encourager. Et il faut travailler là-dessus, et il faut travailler avec, bien sûr, d'abord les intéressés, c'est-à-dire les entreprises, les acteurs, les opérateurs. Il faut travailler avec ceux qui les accompagnent, par exemple les dispositifs de DLA. Il faut travailler avec les pouvoirs publics qui attribuent les aides, que ce soit l'État et les collectivités locales. Ces formes de coopération et de collaboration, elles sont extrêmement variées, extrêmement nombreuses. Là, je viens de terminer un petit tour de France où j'ai repéré entre 60 et 70 projets très différents, de coopération très différents. Deux ou trois exemples très rapidement. 3 artistes de différents spectacles vivants et arts plastiques de 2 pays voisins, la France et la Belgique, décident de se réunir, non pas pour faire des économies de secrétaires, mais parce qu'ils se disent qu'en travaillant ensemble, la création, l'inspiration, la mise en forme de leur œuvre, ils seront meilleurs, chacun dans ses œuvres, chaque œuvre restant individuelle, ils seront meilleurs artistes s'ils sont ensemble. Et ils décident de se rassembler. Créer une association. Entre parenthèses, dès qu'ils créent une association et qu'ils deviennent une compagnie à 3 artistes, l'État leur dit « Ah ben vous êtes une compagnie, vous avez droit à une œuvre, à une aide par an. Avant vous en aviez 3 parce que vous étiez séparés. Maintenant que vous êtes ensemble, vous n'en aurez plus qu'une. » C'est ce qu'on appelle l'encouragement à la coopération, l'encouragement au collectif. Donc ils ont créé cette association. Cette association s'est développée. Elle est aujourd'hui transformée en SIC. C'est une SIC importante. Les 3 artistes continuent à développer leur œuvre. Bon, il y en a un des 3 qui est parti et qui a repris sa liberté, mais la SIC existe toujours. Les œuvres sont de très bonne qualité, elles connaissent une diffusion nationale et internationale tout à fait satisfaisante. Et profitant de cette dynamique dont l'origine est en effet une coopération entre artistes volontaires, découragés, l'éventail des activités, l'éventail des services s'est peu à peu élargi à des activités de formation, à des activités culturelles, et aujourd'hui, donc, l'amicale de production est une SIC tout à fait exemplaire. Deuxième exemple, un établissement culturel de la région parisienne implanté dans un des quartiers les plus dangereux, les plus défavorisés, les plus violents de la banlieue. Certains d'entre vous le connaissent, le plus petit cirque du monde, le PPCM, qui n'est pas si petit que ça, parce que Bouchin a construit maintenant un magnifique château. Donc, la vocation de ce cirque, dans un contexte très très défavorable, c'était la création et la diffusion. C'était pas d'abord l'action culturelle, c'était pas d'abord le service offert à des populations en grande difficulté. C'était vraiment un outil de création, ça l'est toujours. Mais
l'association qui a créé ce cirque s'est rendu compte assez vite que les crédits publics dont il disposait ne lui permettaient pas de satisfaire cette ambition de création, notamment cette ambition internationale. Là, il y a 15 jours, il y avait une entreprise d'Éthiopie, de jeunes circassiens éthiopiens qui étaient là en résidence pour préparer. Bon, bref. Donc une exigence forte de création. Il n'arrivait pas avec les fonds publics de la culture traditionnelle. La difficulté d'obtenir un conventionnement, la difficulté d'avoir un engagement financier des collectivités locales et de l'État sur une durée. Bon. Et donc, il a diversifié son offre de services. Alors évidemment, c'est compliqué parce qu'aujourd'hui, il me disait qu'il fait à peu près 100 dossiers de demande de subvention par an, en moyenne. Mais aujourd'hui, il a une école de cirque qui rapporte quelques ressources. Il a des contrats avec la politique de la ville, le CGET, pour des interventions très sociales, très éducatives dans les quartiers difficiles. Bref, il a développé toute une série d'activités complémentaires pour lesquelles il obtient suffisamment de financement public non culturel qui lui permettent de financer son activité de création. Autrement dit, dans ce cas-là, l'action culturelle, ce n'est pas l'obligation qu'on vous impose plus ou moins à vous, artistes, pour justifier les crédits qu'on vous donne ou pour essayer d'apporter des améliorations au contexte géographique ou social dans lequel vous travaillez. L'action culturelle, ça devient un moyen de sauver l'activité de création et de diffusion en lui apportant des ressources qu'elle n'aurait pas sans cela. Bon. Ça, c'est un deuxième exemple. Alors, un troisième exemple qui est extrême, que là encore vous connaissez sans doute, et que j'emprunte aux musiques, et que la Fédélie va connaître, c'est le Festival des musiques actuelles de Lyon, qui a été créé donc par l'association Artifarti à l'origine. Bon, c'est un grand festival, hein. Ils sont passés de quelques dizaines de milliers de spectateurs maintenant à plus de 100 000 spectateurs. Mais même chose, les crédits publics, les financements publics d'origine du festival, qui ont présidé à la naissance, à la création du festival, ne permettaient pas à l'association de développer son projet comme elle le souhaitait. Alors là, ils ont carrément développé des filiales, des activités filiales de l'association sous forme de sociétés commerciales, de façon très claire. Hein. Des activités purement lucratives, un restaurant, des locations d'espace dans un espace qu'ils ont loué à la ville et dont ils organisent la programmation pour accueillir des activités lucratives. Bref, une véritable grappe d'entreprises lucratives qui permettent de financer l'activité qui ne s'équilibre pas, l'activité artistique et culturelle d'intérêt général. Donc, il y a une très grande diversité de modèles qui sont, j'ai pris des exemples, qui sont tous des modèles issus d'artistes ou de responsables de structures dont la vocation, c'est la création et la diffusion, et pas prioritairement l'action culturelle. Donc, c'est dans ces voies, c'est pour ça que je reviens sur coopération d'une part, diversification d'autre part. C'est dans ces voies qu'il faut encourager, encore une fois, pas forcer, mais encourager les acteurs à se diriger. Parmi les exemples que vous avez donné, le plus petit ciel du monde, vous verrez aussi dans le dossier de texte qu'Élève Thérios donne son témoignage dans le cadre du labo de l'ESS, auquel vous avez participé aussi, une rencontre qui a eu lieu en octobre ou novembre dernier, et à propos de laquelle nous avons fait les comptes rendus. Voilà, en partenariat avec le labo de l'ESS, nous avons publié les comptes rendus dans Profession Spectacle, donc vous avez son témoignage dans ce dossier. Luc Delarminat, vous avez été mentionné quand même 3 fois, donc il est quand même temps de... Belle performance. Donc il est quand même temps de vous donner la parole par rapport à l'association Opale. Peut-être d'abord nous dire ce que sont les DLA, pour savoir de l'endroit d'où vous parlez, et puis peut-être nous donner aussi quelques exemples de coopération que vous avez pu constater, parce que vous êtes constamment sur le terrain, pour le coup. Je vais essayer de faire court, hein, parce que Opale, ça a 30 ans. Et donc la vocation d'Opale, c'est d'accompagner et de valoriser des initiatives culturelles dans le champ associatif. Donc petit à petit, on s'est emparé effectivement des concepts plutôt de l'économie solidaire, parce que ça correspondait plus finalement au mode d'organisation et de valeurs qu'on retrouvait dans les associations qu'on voyait. Et l'idée était quand même en
en essayant donc, petit à petit, effectivement, en s'appropriant les concepts plutôt d'économie sociale et solidaire, voilà, d'essayer d'expliquer comment ça fonctionnait pour mieux les accompagner. Voilà. Donc, et c'est vrai que pour nous, ça nous a semblé un peu une évidence, mais aussi sur peut-être un terme sur lequel on a peut-être moins insisté, mais on a parlé effectivement que c'était des économies plurielles, hybrides, le marché, la redistribution, et c'est vrai que nous, il y a un pôle qu'on aime bien, mais qui est à l'origine de l'économie sociale telle que le décrivait M. Kaminski, c'est aussi le fait qu'il y ait quand même des citoyens qui aient développé un service ou une activité que ni l'État ni le marché développait en fait. Donc le secours mutuel, bon, j'allais dire les prémices comme ça, finalement, où des citoyens, après on a fait des coopératives de producteurs, de consommateurs, etc. Et donc c'est vrai que dans le secteur, on a l'habitude de dire que c'est vrai que dans ce champ comme ça associatif, il y a 35 000 employeurs, comme le rappelait Bernard, mais il y a aussi 260 000 associations culturelles. Alors il y a tout. Mais alors, parfois on peut le voir du côté un peu négatif, il y en a trop petits, etc. Bon, nous on est plutôt positif, quoi, c'est-à-dire qu'on le voit plutôt comme une dynamique forte aussi de citoyens qui ont envie et c'est là que ça rejoint les droits culturels, qui ont envie de développer leur propre aussi projet culturel, c'est-à-dire ils ne veulent pas simplement profiter des grandes œuvres de l'humanité, mais ils veulent faire humanité en interconnaissance avec leur projet culturel, donc parfois modeste. Et c'est vrai que quand on parle des rapprochements possibles, je trouve qu'il y a un truc qui serait quand même intéressant, c'est aussi ce rapprochement entre des associations ou en tout cas des entreprises culturelles, même des lieux institutionnels, avec des démarches un peu novatrices de coopération ou des démarches de bénévoles, et que finalement peut-être que le secteur professionnel arrête parfois d'être trop professionnel, quoi, voilà. Et qu'il y a des liens comme ça à faire parce que dans les associations qui poussent chaque année, celles qui arrivent quand même en nombre de créations le plus important, bon, il y en a qui disparaissent bien entendu, c'est quand même les associations culturelles. Donc ça correspond à une demande profonde certainement des gens de vivre aussi des projets culturels, j'allais dire, qu'eux-mêmes. Voilà. Et donc ça, dans les projets de coopération, c'est sûr que oui, il y a une nécessité que les plus gros projets sur un territoire soutiennent des plus petits. Je pense aux lieux institutionnels qui sont souvent les mieux dotés. Et c'est vrai que sur les dispositifs locaux d'accompagnement, parce que c'est à peu près 1000 associations culturelles accompagnées chaque année, employeuses, à la limite du DLA, hein, donc celles qui sont employeuses, bon, travaillez 1 heure dans l'année, vous êtes un employeur, vous avez embauché une personne 1 heure. Donc voilà, c'est très divers, c'est-à-dire qu'on a beau être sur des associations employeuses, elles restent quand même des petites associations. Donc il y en a eu, je crois, 5 ou 6 000 depuis une dizaine d'années. Hein, et c'est vrai que c'est souvent les associations les plus accompagnées dans le DLA qui, lui, visent effectivement à soutenir leur développement. Soutenir leur développement, mais parce que, voilà, on remarque que ça permet de pérenniser des projets, ça permet de créer effectivement des coopérations, mais je trouve que ces projets, souvent, c'est des projets qui sont quand même en débat entre des initiatives citoyennes et la puissance publique. Et quand on parle de coopération, c'est aussi ça, c'est-à-dire c'est aussi comment la puissance publique sur un territoire, des collectivités, va organiser cette coopération et arrêter parfois de provoquer des concurrences un peu mortifères entre des associations. Hein. Et donc ça, il y a un rôle qui est important, un rôle des collectivités, et donc ça veut dire aussi un rôle de formation, parce qu'il y a beaucoup de collectivités qui sont très efficaces et très en co-construction, on va dire, avec leurs associations, et beaucoup qui ne le sont pas du tout. C'est-à-dire on donne de l'argent, mais on ne sait pas pourquoi. Hein. Donc là, il y a un gros travail, voilà, il y a un gros travail à faire. Et juste pour terminer, j'ai une petite question qui est arrivée tout à l'heure, c'est pourquoi il n'y a pas tant, c'est vrai, il n'y a pas tant de scope que ça dans le secteur culturel. Il y a eu donc les anciens, on va dire, hein, donc les centres dramatiques nationaux,
ça correspondait à l'idéal et aux valeurs dont on parle depuis tout à l'heure, c'est-à-dire des gens qui voulaient s'emparer, avoir leurs outils de travail, mais développer leurs projets. Il y avait, à mon avis, les usagers ou les habitants, les populations étaient beaucoup plus présentes dans ces lieux, dans le fonctionnement de ces lieux. Donc voilà, mais on a la plus célèbre dans les compagnies, on va dire Mouchkine, mais on en a une ici, les Matapes, qui sont une compagnie quand même très ancienne en scope, et qui posait, quand on s'est vu il y a 2 mois, qui posait cette question: pourquoi il n'y a pas tant de sociétés coopératives dans le spectacle vivant? Donc il y a certainement plein de réponses. Moi j'en ai un petit bout. C'est aussi que, effectivement, peut-être que le fait d'être en société commerciale, donc tout de suite de nous balancer sur un marché, c'est peut-être aussi ce qui a freiné beaucoup de gens. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont vendre des spectacles, mais ils ne font pas que vendre des spectacles. C'est-à-dire qu'ils ont une présence artistique sur un territoire, mais la valeur de leur reconnaissance, elle est que dans la vente de leur spectacle. Alors qu'en fait, ils ont une vraie présence sur le territoire, et depuis longtemps, et qu'elle est plus diffuse, et elle n'est pas que dans la création artistique, peut-être. Voilà. Et c'est vrai que certainement, ça a été aussi un frein. Mais on le retrouve moins dans les SIC, où je trouve que ce qui est intéressant, c'est justement le multi-partenariat, on va dire. Donc on est sur la réciprocité maximum quand même. On est sur bien un statut de l'économie sociale, et on est sur des usagers qui peuvent être sociétaires, des salariés bien sûr, il peut y avoir des collectivités locales, etc. Par contre c'est complexe. Voilà. C'est complexe, il faut quand même être un peu soutenu. Il n'y a peut-être pas tant de collectivités locales qui sont sociétaires de ces sites. Ça commence, mais voilà, il y en a peut-être une centaine, un peu moins, je crois. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a des formes comme ça, ou des expérimentations qui pourraient être plus soutenues, en fait, un peu plus appuyées, donc que ça soit dans la loi, mais aussi dans des expérimentations. Donc effectivement, dans les DLA, il y a une volonté d'aider à des coopérations un peu plus appuyées. Donc, mais voilà, ça reste quand même avec des moyens, j'allais dire limités, hein, mais... Je peux ajouter un mot à ce que vient de dire Luc sur au fond, les raisons de ce faible nombre de création d'entreprises coopératives sous forme de SCOP ou de SIC. On est entre nous, il faut avoir le courage de dire que l'État culturel, pendant très longtemps, n'aimait pas beaucoup ça. Pour une DRAC, une SCOP, c'est déjà une entreprise commerciale. D'ailleurs, c'est un statut commercial. Et on peut pas prétendre. Donc c'est un statut commercial. On dit toujours les associations sont fragiles, elles manquent de fonds propres. Mais bon, je me suis occupé de plusieurs associations dans ma vie, j'ai toujours été dissuadé de constituer des fonds propres, parce que quand on a des fonds propres, on a moins de subventions. C'est tellement facile pour un détenteur de guichet de fonds publics qui est astreint à faire des économies et qui a de plus en plus de difficultés à répartir son argent, de constater qu'une association fait des bénéfices, qu'elle constitue des fonds propres, pour consolider la structure financière de son entreprise, et de ce fait, elle risque de perdre ou d'être pénalisée en termes de financement. Donc il y a quantité en effet de facteurs qui se conjuguent pour freiner ce développement des formes coopératives. Parmi les exemples de coopération incités, suscités par l'État, un exemple que la Fédélima connaît bien, qui est récent, qui a d'ailleurs fait l'objet d'un atelier ici, j'ai vu dans la programmation, c'est le récent contrat de filière qui vient d'être signé en Nouvelle-Aquitaine sur le champ des musiques actuelles entre les professionnels, le RIM, le réseau des indépendants de la musique, le réseau professionnel aquitain, qui représente donc l'ensemble des acteurs musiques actuelles de la région, la collectivité territoriale, et l'État via le CNV, le Centre national des variétés de la chanson et du jazz, et la DRAC. Et ce contrat triennal donc, qui a rassemblé les acteurs pour essayer d'organiser au niveau d'une filière complète, à l'échelon d'une région, d'une grande région, c'est accompagné de la création d'un fonds régional co-alimenté par l'État et par les collectivités locales, qui permet d'aider, d'inciter, d'orienter, d'encourager tel ou tel projet dans le cadre de la filière. Il y a donc là, à l'échelon à la fois d'un territoire et de tout un secteur artistique et culturel, un dispositif de coopération tout à fait exemplaire,
et qui débouche sur des moyens supplémentaires. C'est donc pas impossible. Bon, c'est pas des gros moyens, hein. C'est pas des gros moyens, c'est 150 000 euros. Je sens que... C'est pas, non, mais c'est pas des gros moyens, mais déjà tout le travail de réunion, de concertation, d'échange qui a été fait, la mise en forme de ce contrat et la création de ce fonds, c'est un exemple aujourd'hui qui montre que des voies sont possibles. Des voies de coopération non obligatoires, incitatives, intelligentes, sont possibles. Vous voulez dire que c'est un cas exemplaire de ce point de parce vue-là. que c'est un premier. Comme un exemple. C'est un premier contrat de filière. Je laisserai la parole de conclusion à Philippe Kaminski, mais juste si tu veux... Juste rapidement sur les contrats de filière, parce que vous avez raison, c'est effectivement un exemple intéressant. À partir du moment où il se fait dans une concertation territoriale, ce qui n'a pas forcément été le cas pour l'instant dans ceux qui sont mis en place ou ceux qui vont venir. Donc on espère que la concertation sera mieux, parce que en fait si ça pouvait être un contrat de filière qui reprenne les besoins de la filière sur le territoire, c'est d'autant plus intéressant que si on impose de travailler sur tel ou tel... enfin bon. Et la deuxième chose quand même sur le contrat de filière, c'est de dire aussi que c'est important du coup que l'État garde une vraie participation sur le territoire, au même titre que la collectivité territoriale. En l'occurrence, il y a le CNV qui abonde sur ce fonds-là aussi pour l'instant, puisque c'est la retranscription en fait des contrats que le CNV avait mis en place avant que l'État n'intervienne aussi. Mais est-ce que sur le livre, sur le cinéma, tout à fait. Ça commence sur la marionnette, un projet de contrat, un projet de schéma directeur de la marionnette en Occitanie. Voilà, mais ce que je voulais dire aussi, c'est que au-delà du contrat de filière, il y a en musiques actuelles, mais aussi dans d'autres disciplines artistiques, il y a les schémas d'orientation qui existent et qui sont effectivement issus d'une co-construction entre l'État, les acteurs et les collectivités territoriales, et qui en fait reposent sur des diagnostics territoriaux et qui permettent de montrer les complémentarités entre les acteurs et qui permettent après de travailler sur de possibles coopérations, de travailler avec les dispositifs locaux d'accompagnement, notamment sur la mise en place de structures coopératives quelles qu'elles soient. Mais ces schémas-là sont essentiels dans le diagnostic qu'ils réalisent sur le territoire et il prédomine, je pense, à quasiment tout. Et quand je disais ils existaient aussi dans d'autres branches du spectacle vivant. Il y a aussi aujourd'hui les SODAREP, donc c'est pour les arts de la rue et l'espace public, et les SODAVI pour les arts visuels. Pardon. Alors j'ai vu tout à l'heure que Philippe Kaminski voulait répondre à quelque chose qu'a dit Luc Delarminat. Alors si vous voulez, on vous laissera le mot de conclusion avant de laisser la parole à Michel Chantegrel pour une communication. Mais bon, je vais être le plus concis possible en 3 temps. D'abord, un éclairage complémentaire à ce qui vient d'être dit sur l'absence de représentation suffisante de la culture dans le monde de l'ESS. Je trouve que depuis une trentaine d'années, nous distribuons chaque année, ou presque chaque année, un prix de thèse pour la meilleure réalisation universitaire concernant l'économie sociale. Et depuis maintenant un peu plus de 10 ans, c'est doublé d'un prix de mémoire qui a tellement de succès, nous recevons tellement de propositions que nous avons été obligés de nous associer avec le CJDES, le Centre des jeunes dirigeants de l'économie sociale, pour faire un jury commun, puisque nous avons plusieurs dizaines de mémoires qui nous sont présentées chaque année. Les thèses, il y en a une dizaine à peu près. Bon. Je peux vous dire que, en tout cas, sur les lauréats que nous avons primés depuis le début, il n'y en a pas un seul qui nous a présenté, qui a traité de la culture. Peut-être, je ne suis pas certain de moi, peut-être qu'il y a eu parmi les candidats un certain nombre de travaux concernant la culture, mais ils étaient excessivement minoritaires. Vous voyez que là aussi, on est tout à fait à la marge d'un problème de représentation, mais tant que l'université ne se sera pas saisie de cette question, ça fait partie d'un tout. On ne peut pas chercher à progresser dans un seul domaine. C'est tout un réseau de connaissances et de reconnaissance qu'il faut tresser autour de soi, et ça ne peut être que relativement long. Deuxième éclairage, franc-comtois celui-là, local,
Bon, il se trouve que je fais partie d'un certain nombre, et je fais partie d'un assez grand nombre d'associations, ça ne vous attendra pas, et en particulier d'associations de défense du patrimoine, enfin qui sont, disons, dans la culture au sens large, culture populaire. Ce que je puis dire, ce que je peux apporter comme témoignage, c'est que la communication, la coopération fonctionne très bien, mais que nous sommes totalement invisibles, puisqu'il n'y a pas une seule de ces associations qui coopèrent qui ait des salariés. Tout ne fonctionne que sur le bénévolat. Et dès qu'il y a une initiative, eh bien, toutes les autres associations sont prévenues, elles répercutent de leur côté, et on a une information sur toute la région. C'est un témoignage qui vaut ce qu'il vaut, mais qui montre que l'auto-organisation, ça peut marcher très bien, et qu'on n'a pas forcément besoin du soutien des pouvoirs publics pour y parvenir. Maintenant, si vous voulez que j'aborde plus la conclusion, il se trouve que dans le document qui vous a été distribué, Pierre a inséré un vieux texte, un entretien que j'avais donné en 2011, sans penser qu'il serait publié un jour. Je l'ai relu avec inquiétude, je me dis qu'est-ce que je racontais à l'époque. C'était avant le vote de la loi. Bon, je n'ai pas grand-chose à retrancher ni à y redire, sinon que je me serais sans doute exprimé différemment aujourd'hui. Et en gros, j'y esquisse deux types de formes d'économie sociale dans le monde de la culture. C'est d'une part ce qui s'apparente à la SCOP, c'est-à-dire, en gros, l'association de producteurs de culture, producteurs de spectacles. Et puis, j'ouvre une porte sur ce qu'on pourrait appeler les coopératives d'entreprise, c'est-à-dire la production de services nécessaires à l'industrie du spectacle, où là, il y a certainement encore beaucoup de progrès à faire. Et ce sont des lieux de coopération, de collaboration entre entreprises qui sont naturels. Que ce soit des services financiers, des services d'assurance, des services de location de matériel, de services juridiques, plein de choses. Ça pourrait être géré par les entreprises culturelles elles-mêmes, sans qu'elles aillent, chacune d'entre elles, de son côté, sur le marché privé lucratif. Autant se servir, mieux servir par soi-même. Mais je me suis rendu compte à la lecture de ce papier que j'oublie, sinon ce qui est l'essentiel, du moins ce qui pourrait être l'essentiel. Et là, je rejoins la problématique des droits culturels. À savoir que, en économie, ce qui va caractériser une entreprise d'économie sociale, c'est la nature des sociétaires. Donc là, on a les sociétaires producteurs de culture, on a les sociétaires qui sont des entreprises de production de culture, mais quid de ceux qui consomment, je n'aime pas beaucoup ce mot, bien entendu, les citoyens, possesseurs de droits culturels, mais c'est dans cette direction-là que devrait se développer de façon massive l'économie sociale du spectacle. Surtout si on nous donne comme perspective une diminution tendancielle, une raréfaction du soutien de la puissance publique. Il faut bien que quelqu'un s'y substitue. Alors, ou bien c'est uniquement le mécénat des grandes entreprises, ou bien ce sont la population, les amateurs d'art, les amateurs de culture, qui se prennent en main et qui deviennent eux-mêmes des sociétaires. Et pourquoi est-ce que ce qui fonctionne, et qui paraît tout à fait naturel dans le monde du crédit, dans le monde de l'assurance, dans le monde de la santé, c'est-à-dire du sociétariat de masse, pourquoi est-ce que ça ne fonctionnerait pas dans la culture? C'est du moins le vœu, le souhait que je peux formuler aujourd'hui. Merci beaucoup. Alors, en conclusion, on va parler d'une initiative que nous lançons et que Michel Chantegrel lance particulièrement. Donc, si tu veux intervenir, présenter ça, il reste 5 minutes. Donc Michel Chantegrel, je croyais faire partie de l'économie sociale et solidaire. Ce soir, je suis plus sûr. Pour différentes raisons. Et ça pose bien le problème que nous rencontrons en fait tous et chacun. Moi je suis un créateur d'entreprise
de solutions, de services consacrés au spectacle, par le magazine, entre autres, Sinon Spectacle, par les services de paye, de comptabilité, très mercantile, mais qui me permettent de financer le journal, qui n'est plus mercantile du tout. Merci, je perds beaucoup d'argent. Donc voilà. C'est pour ça que je vous croyais un petit peu faire partie de l'économie sociale et solidaire. Et là, mais par contre, c'est bien parce que je vais rebondir sur ce que vient de dire Philippe Camasti. Je ne savais pas que sa conclusion serait celle-ci. L'initiative qu'on a prise, c'est de lancer un laboratoire de réflexion prospective sur l'avenir des métiers du spectacle dans son ensemble. Et quand je parle d'avenir du métier du spectacle, c'est pas forcément uniquement l'économie sociale et solidaire, surtout que la question me paraît intéressante. Et la conclusion de Philippe, c'est un peu celle que je vous fais, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut que les gens, ces métiers, nos métiers, qu'on devienne autonomes et pérennes. Et que je pense que c'est le moment d'y penser sérieusement. Nous sommes dans une Europe où on a une section culturelle, je pense aux acédiques, au Pôle emploi, ça vous voulez, entre autres, à la formation professionnelle. Et on a aucune réflexion, sachant que comme dans l'exception culturelle, on risque un jour de plus exister dans cette forme-là. Et je pense que cette problématique, qu'effectivement on n'arrive pas à trouver quelque chose d'innovant et de pérenne en dehors de l'effort de l'État ou de institutions. Donc je pense que c'est une réflexion sur l'économie et la mise en place de structures qui permettent de faire l'économie sociale et solidaire, mais aussi sur des pensées et concrètement des choses qui permettront de suppléer à des mondes qui vont arriver par manque de moyens, par des acédiques, de la formation professionnelle. Il y a plein de sujets, créer un centre national du théâtre, de la musique, comme on l'utilise pour le cinéma. Il faut penser des choses comme ça qui permettent, et là c'est là où je rejoins, le public soit nos alliés, notre allié, et qu'à chaque fois qu'il consomme de l'art, que ça puisse profiter directement à l'ensemble de la collectivité. Donc c'est des réflexions comme ça qu'il faut qu'on mène. C'est pour ça qu'on a lancé le Lab, et c'est Pierre Monastier qui va être rédacteur en chef du MAG, du magazine, Profession de Spectacle, qui lance donc et qui va être le coordinateur de cette opération. La première étant aujourd'hui, c'est l'inauguration, et la question c'était sur l'économie sociale, mais nous sommes surtout, alors ce qu'on voudrait, c'est qu'on voudrait peut-être la rappel au public, mais aussi que vous soyez acteurs des choses, si vous avez des choses à dire, on est là, on relayera vos idées, vos pensées, pour pouvoir avancer dans le débat. On ne veut pas s'entourer que de spécialistes, on veut s'entourer de gens qui sont concernés par les problèmes du spectacle et de l'avenir du spectacle. Donc je vous invite à venir participer avec nous. Il y a un manifeste dans la première page du document. Ce manifeste, lisez-le. Si vous êtes en partie d'accord ou entièrement, nous sommes vraiment à votre écoute tout au long de l'année pour faire avancer tous ces sujets, et ils sont nombreux, mais je vous laisse Pierre Monastier en parler. Oui, moi ça va tenir en 1 minute. Le premier, c'est que donc vous avez un comité scientifique, ce sont des personnes qui nous ont dit qu'ils étaient favorables à réfléchir avec nous sur ces problématiques-là. Le comité scientifique, c'est pas lui qui va faire le travail, c'est lui à qui on va demander des expertises, on va demander conseils. C'est un conseil scientifique, donc on fait partie nos 3 intervenants. On a le labo de l'ESS qui nous a dit qu'il travaillerait aussi conjointement avec nous sur un certain nombre de questions. Arsena est partenaire. On sera aussi en partenariat avec la Burgundy School of Business, c'est en fait l'ancien ESC Dijon, et Christine Sinapi, la directrice académique, et Elena Borin, qui est la nouvelle responsable du Master Management Culturel, c'est le plus gros master européen sur la question, travaillera à la fois pour le laboratoire en tant que dans le comité scientifique, mais aussi pour la revue. On va publier toutes leurs recherches, en fait, dorénavant, sous forme, on va dire, vulgarisée, même si j'aime pas ce mot-là. Donc il y a un certain nombre une grande dynamique qu'on voudrait mettre en place, mais le travail des commissions,
on essaiera d'en discuter avec les intervenants. On va choisir des thématiques et n'importe qui peut en faire partie. N'importe qui, ce soit sous la forme d'un témoignage, ce soit sous la forme d'une participation concrète en venant à des réunions de travail pour écrire un texte final. Et ça mènera toujours des publications. Je vous épargne, le temps manque pour vous expliquer comment on envisage les publications. Tout ça se mettra en place aussi avec le conseil de chacun. La seule chose, c'est vous avez l'adresse mail. Si vous voulez être tenu au courant au moins de ça, vous avez l'adresse mail. Il n'y a pas de mailing list qui va vous tomber dessus tous les jours. On est un groupe de réflexion, un groupe de propositions. Donc n'hésitez pas à vous inscrire ou à me laisser vos coordonnées là. Et on vous inscrira et vous serez tenu au courant. Et si vous voulez participer, c'est libre. Voilà, il y a un certain nombre d'initiatives qui se passent en France. Moi, mon rôle, c'est coordinateur. Je ne suis ni spécialiste des droits culturels, ni spécialiste de l'économie sociale et solidaire. Je suis journaliste. Donc mon but, c'est d'être un soutien logistique. Je vais aller voir s'il y a des besoins de l'un ou l'autre. Ils disent on aurait besoin de renseignements là-dessus. Moi, je vais faire le travail pour redonner de la matière. Je vais faire le travail pour faciliter les trajets. Ah oui, j'ai oublié un autre partenaire qui s'est déclaré récemment, le Carreau du Temple. La directrice du Carreau du Temple m'a proposé de nous accueillir, par exemple, notamment pour nos réunions internes, mais aussi dans leur amphi. Voilà, il y a un certain nombre de lieux, de partenaires qui sont déjà là et qui sont prêts à nous aider. Donc après, la balle est à vous. Merci beaucoup et merci à nos intervenants.